Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes pour une nouvelle édition de Parole aux panafricanistes. C'est notre grande interrogation du jour. Côte d'Ivoire rencontre Ado Bédié Bagbo, une réconciliation aux ordres. En tout cas, c'est notre grande interrogation. En Côte d'Ivoire, jeudi dernier, l'actualité était dominée par la rencontre entre Alassane Dramane Ouattara et ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Koudou Bagbo. Ouattara a reçu ses hôtes au salon d'honneur du palais de la présidence à Abidjan. Tous trois installés, ils pouvaient se parler sans intermédiaire et sans réserve. Après ce conclave qui a duré un peu plus d'une heure, les trois adversaires d'autrefois se sont retrouvés devant la presse ensemble. Des retrouvailles marquées du sceau de la convivialité et de la fraternité à en juger par l'atmosphère joviale qui régnait au plateau. Mais cette rencontre signera-t-elle la réconciliation nationale tant espérée par les Ivoiriens, même si les blessures sont encore ouvertes? Dans cette rencontre, plusieurs Ivoiriens s'attendaient à une annonce du retour au bercail de tous les enfants du pays et la mise en place d'une plateforme vérité et réconciliation. Ces quelques minutes passées à la présidence auront-elles suffi pour enterrer la hache de guerre et revenir à de meilleurs sentiments? En tout cas, c'est nos interrogations. Que cache cette rencontre et qui était justement le grand marionnettiste? Je suis avec mes prédécesseurs, le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo. Nous avons eu une très bonne séance de travail et nous sommes convenus que le Benjamin Laurent Gbagbo va lire un document pour rendre compte de l'échange que nous venons d'avoir. A dit d'ailleurs Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui âgé de 80 ans, avant de se tourner vers Bédié, doyen, vous êtes d'accord? Absolument, rétorquait d'ailleurs ce dernier, lui aussi âgé de 88 ans. Ainsi, c'est l'ex-président Laurent Koudou Bagbo, âgé de 77 ans, qui a été désigné par ses aînés pour lire la déclaration issue de leurs échanges. Rencontre de ce jour a été une rencontre retrouvaille pour renouer le contact et échanger dans la vérité nos vues sur toutes, on va le dire comme ça, ces grandes questions. Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont examiné leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de décrispation du climat sociopolitique, a expliqué d'ailleurs Laurent Gbagbo. La rencontre de jeudi dernier devait être suivie d'autres échanges similaires, même si pour l'heure, aucune date n'a été avancée. Nous aurons l'occasion de nous revoir régulièrement en fonction de leur disponibilité, a précisé Alassane Dramane Ouattara. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous interrogeons. Côte d'Ivoire rencontre Ado Bédié Bagbo, une réconciliation aux ordres. En tout cas, c'est notre grande interrogation du jour. Eh bien, pour répondre à nos questions, nous sommes avec Paul Ella. Il est justement le président de l'African Revival et surtout panafricaniste de la première heure. Paul Ella, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, un plaisir renouvelé de retrouver tes millions de téléspectateurs. Chaque jour croissant le nombre, parce que moi je te le dis, j'entends de plus en plus parler de... mais c'est parce que tu draines aussi du monde. Partout où tu es, tu crées de l'effet, mais c'est vrai en plus. C'est-à-dire que non, mais c'est le travail aussi, c'est le mérite, c'est pas pour ta propre personne, c'est pas pour ton seul ego, mais c'est la rétribution du bon travail et j'entends de plus en plus parler de cette séance d'échange et d'édification sur Panafricaniste TV et c'est tant mieux pour le combat que nous avons choisi de mener, rude, mais pour atteindre les objectifs visés de souveraineté de notre noble continent. Très heureux de vous avoir, Paul. Et là, je rappelle d'ailleurs que vous êtes en train de préparer encore les Pan African Awards et c'est la deuxième édition. Le thème de cette deuxième édition, c'est impératif d'une réappropriation historique et culturelle d'une Afrique au cœur de tous les enjeux géostratégiques. Absolument. On met une deuxième couche cette année, l'année dernière déjà, à laquelle tu as été l'un des participants. Tu as remarqué que c'était un succès certain, avec plus de 1000 invités, plus de 1000 participants. Et cette année, nous aurons à nouveau l'occasion de célébrer l'Afrique, ses dignes fils et filles, qui travaillent d'arrache-pied chaque jour aux quatre coins du monde, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur situation géographique, et qui justement œuvrent dans le sens de la restauration de la vérité historique et de la dignité du peuple noir et de l'humanité tout entière. Donc cette année, la thématique est celle que vous avez lue, c'est vraiment les impératifs d'une réappropriation historique et culturelle pour la dignité du continent noir et africain. Et donc, parce qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, l'actualité le démontre à suffisance, les enjeux géostratégiques au cœur desquels se trouve l'Afrique sont tels que
les Africains doivent absolument prendre position et décider pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Et pendant ce temps, ce sera précédé par une semaine panafricaine à Douala même, salle de fête d'Aqua. Ce sera du 10 au 11 décembre prochain. Alors effectivement, la nouveauté cette année, c'est que nous avons toute une semaine panafricaine du 10 au 15, comme vous l'avez dit, décembre donc 2022, et qui consistera justement en exposition de livres, de produits 100% africains, en conférences et en atelier, et ce sera vraiment un très grand moment. On attend plus de 7000 personnes durant toute cette semaine-là, et c'est l'occasion d'exposer le savoir-faire africain et surtout de prôner le consommé africain, 100% africain. Et la grande soirée apothéose, c'est les Pan African Awards. Plus de 700 personnes étaient invitées l'année dernière. Cette fois-ci, on attend du beau monde encore. Voilà, on attendait plus de 700 l'année dernière, on en a eu plus de 1000. On attend près de 1000 cette année, on aura certainement un peu plus. Et donc, ça fait son bonhomme de chemin, et j'insiste toujours, et ça tu es très au fait de cela, les Pan African Awards, le côté festif est davantage un prétexte, parce que l'objectif véritable, c'est de fédérer toutes les forces en présence, où qu'elles soient, pour justement rendre plus fort l'impact sur et surtout renforcer le dernier clou dans le cercueil de la France-Afrique et de l'impérialisme occidental. Une petite exclusive pour Panafricaniste TV et toi, pour l'estime que je te porte, c'est la première fois en fait que je donne cette exclusive-là, c'est que un certain nombre de personnalités ont déjà confirmé. Comme l'année dernière, il y avait déjà un bon nombre de personnalités venant des 4 coins du monde. Mais cette année, on a déjà commencé à avoir quelques confirmations, et pas des moindres. Et je vais en citer quelques-unes. Nous avons Pierre-Édouard Dessumus, le fondateur du groupe Kassav, qui a confirmé qu'il sera là, très probablement avec les membres de son groupe, et il y aura un hommage. Il me l'a demandé, et évidemment il me l'a demandé alors que pour moi c'est un honneur. Il a demandé qu'il y ait un hommage musical à Jacob Desvarieux, et ce sera l'occasion aussi de présenter le livre qu'il a écrit de sa rencontre, de son histoire avec Jacob Desvarieux. La deuxième personnalité, et c'est pas par ordre d'importance, c'est Théophile Obenga, l'illustre, oui, le dernier héritier, on va dire, de Cheikh Anta Diop, qui a été le disciple de Cheikh Anta Diop. On se rappelle de la fameuse conférence du Caire en 1973, où Cheikh Anta Diop et lui ont démontré et confondu justement les pseudo-égyptologues occidentaux sur la vérité historique d'un peuple égyptien antique noir. Et donc, il est l'un des parrains de cette édition. Il l'a accepté, c'est confirmé. Et puis la troisième personne, c'est Yvonne Chaka Chaka, la chanteuse sud-africaine de l'époque de l'apartheid, de la liberté des peuples noirs. Et il y en a d'autres, mais je réserve ces 3 juste pour aujourd'hui. On continuera à dévoiler au fur et à mesure des éditions. On aura justement l'occasion de voir Yvonne Chaka Chaka. Il faut préciser par ailleurs que c'est une chanteuse pas comme les autres. Dans les années 80, elle a fait des choses extraordinaires, et d'ailleurs sa musique résonnait dans les 4 coins du monde. Merci à vous pour la dette là. Ce matin, on va souhaiter d'ailleurs un bon vent à Pan African Awards, d'ailleurs, pour la seconde édition. Le sujet qui nous intéresse, Côte d'Ivoire rencontre Ado Bédié Bagbo, une réconciliation aux ordres. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Pour les là, vous avez suivi justement cette actualité. Jusqu'à preuve de contraire, était-ce une rencontre aux ordres? Alors, je vais faire une observation, une analyse dans le fond et dans la forme. Dans la forme d'abord, vous me pardonnerez d'avoir peut-être l'esprit un peu mal tourné, si on veut considérer ça comme ça, mais ça ne devrait avoir échappé à personne, oui, qui a un minimum de caractère averti, à savoir que ça s'est passé un 14 juillet. Le 14 juillet, ce n'est pas la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Pas du tout. Bon, alors, c'est assez interrogeant, oui, puisque on sait que ça aurait été, si on voulait parler de symbolique, ce qui n'aurait pas été superflu, on aurait pensé que M. Ouattara aurait programmé cette rencontre historique donc, et qui se veut hautement symbolique. Il aurait pu la faire le 7 août, qui n'est pas très loin du 14 juillet. Le 7 août, donc, qui correspond à la fête nationale de Côte d'Ivoire. Pourquoi le 14 juillet? On se rappelle quand même que le 14 juillet, c'est la fête nationale de la France, et que la proximité, pas que politique, de M. Ouattara à la France, que certains ont des raisons de considérer comme une pure allégeance,
donne envie de penser que ce n'est pas un fait de hasard ni un hasard de calendrier. Dans la forme également, on pourrait se demander pourquoi la similarité ou la similitude en fait des événements et également la proximité temporelle des événements. Vous avez un événement similaire qui s'est produit au Burkina Faso avec Paul-Henri Sandaogo Damiba qui a fait venir Blaise Compaoré, qui par ailleurs, on en a parlé sur ce plateau, est condamné à perpétuité par la justice du Burkina Faso et qui a également invité à la réconciliation, dit-on, les autres anciens chefs d'État, dont il n'y a que finalement deux qui sont venus. Alors, mais on sait aussi le rôle qu'a joué M. Ouattara dans cette mise en scène, que moi je considère ça comme une mise en scène au Burkina Faso. Et par la suite, on a un événement similaire, oui, quasiment en tout point qui se produit en Côte d'Ivoire, mais avec le même acteur principal, avec le même réalisateur en réalité de cette scène-là qu'est Alassane Dramane Ouattara. Alors ça c'est dans la forme. Et je laisse les téléspectateurs s'interroger comme moi. Alors, mais dans le fond, quand on connaît la stature, les ambitions que certains jugeront pour des raisons qu'on peut considérer comme valables, de fourberie politique du président de la Côte d'Ivoire, on se souvient également qu'il avait déjà pris soin d'écarter M. Gbagbo. Bon, on sait comment il est arrivé au pouvoir et on sait comment il a tenu à garder M. Laurent Gbagbo hors d'état de l'inquiéter. On connaît le fameux épisode de la CPI qui, une dizaine d'années plus tard, revient en disant que bon, il n'y avait pas de preuves. Pourquoi avoir attendu 10 ans? Mais curieusement, ça correspondait à un calendrier politique de M. Ouattara qui, justement, pendant les différentes échéances, avait pris soin d'écarter M. Gbagbo qui, de fait, de toute évidence, constitue encore un danger politique par rapport aux ambitions de celui-ci, donc de M. Ouattara. Et puis, on a eu son ancien acolyte de circonstance, M. Guillaume Soro, qui a été condamné l'année dernière, donc, juste avant les élections. Non seulement a été dit inéligible, et s'est retrouvé condamné à 20 ans d'emprisonnement du fait, d'après la justice ivoirienne, qui n'est pas exempte de tous ordres, hein, venant de sa présidence ou d'ailleurs. Mais en tout cas, il a été condamné à 20 ans de prison, ce qui signifiait donc qu'il était écarté. Donc, et ça, c'est pour ne parler que de ces deux-là. Mais on voit bien qu'il y a eu un nettoyage politique autour de M. Alassane Dramane Ouattara, sans compter des ministres qui soit sont démis, soit sont disparus, soit... En tout cas, c'était vraiment ça la stratégie de M. Ouattara. Alors, on se retrouve rendu à cette date où, par un forcing constitutionnel, M. Ouattara se retrouve à faire un troisième mandat, ce qu'il avait juré qu'il ne ferait pas. Et on a donc l'impression qu'il est arrivé à ses fins et qu'il peut se dire maintenant, bon, je n'ai plus d'inquiétude, je finirai mon troisième mandat tranquillement, je peux donc flouer le peuple. C'est comme ça que moi j'entends ça, oui, en leur disant, voilà, vous voyez, je suis un homme de paix, vraiment, je rappelle les autres, mais ça aurait pu être fait plus tôt. On aurait pu ne même pas retrouver M. Gbagbo en prison s'il n'avait pas souhaité que M. Gbagbo soit en prison. Il aurait pu ne pas écarter M. Soro s'il considérait qu'il est vraiment dans un jeu démocratique libre, mais c'est tout simplement parce qu'il se sentait inquiété politiquement par M. Soro. Il aurait pu également faire tout ça, ce simulacre en fait de conciliation, exactement comme ce qui s'est passé au Burkina Faso, et c'était encore lui qui était à la manœuvre, mais ça se passe seulement maintenant. Donc ce n'est pas une erreur de calendrier, c'est pas un hasard de calendrier, c'est un timing bien précis. Mais il y a aussi la situation géopolitique et géostratégique de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO en général, oui, et de l'UEMOA en particulier.
On sait très bien la position du Mali, on sait très bien la position de la Guinée-Conakry, et précisément du Mali qui est en train de donner le là par rapport à la fin de la France-Afrique et de l'hégémonisme de l'impérialisme occidental, qui justement est en train de gagner en souveraineté et qui peut être, et qui est en train d'être d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, mais pas que, au-delà, une sorte de modèle, une sorte de source d'inspiration pour justement mettre fin à l'impérialisme occidental en Afrique. Et donc, M. Ouattara a donc intérêt à éviter que les clivages au niveau de son pays soient accentués parce qu'ils pourraient être récupérés par inspiration de ce qui se passe au Mali, qui est un pays voisin. Et donc, c'est aussi aux ordres, oui, dans votre thématique, vous parlez aux ordres, mais tout simplement parce que on voit qu'il y a une concomitance d'événements. On a parlé du Burkina Faso, on a parlé de ce qui se passe au Sahel, en Guinée-Conakry, mais il y a une concomitance d'événements qui laisse penser qu'il y a justement une démarche qui va dans le sens de préparer le terrain pour que justement l'impérialisme occidental par le canal de la France-Afrique puisse encore avoir des jours, des lendemains qui chantent. Pourtant, en 2010, on a eu toujours ce même scénario. Alassane Dramane Ouattara, Henri Konan Bédié, ils se sont mis ensemble pour carrément écarter Laurent Gbagbo. Quelques années auparavant, on se rappelle également que Laurent Gbagbo avait déclaré à Mondovision qu'Alassane Dramane Ouattara est un gros menteur. Il ne sait que faire ça. Mais on a été quand même surpris encore une nouvelle fois de voir Laurent Gbagbo se retrouver dans ce qui apparaît aujourd'hui comme étant, on va le dire comme ça, une mise en scène du 14 juillet dernier. Absolument. Alors moi, M. Gbagbo, c'est un grand homme. Alors, je ne joue pas les passionnés et à l'aveugle. J'ai vu évoluer ce monsieur, comme tout le monde d'ailleurs. Je connais, pas parce que c'est mon ami personnel, mais je connais, on a quand même des indices pertinents quand on a un minimum de lucidité en termes d'analyse. C'est un homme qui sait ce qu'il fait, c'est un homme qui sait ce qu'il veut, et ça reste un humain évidemment, il peut commettre des erreurs. Mais sur le coup, moi je considère qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Parce que imaginez-vous, mon cher Steve, qu'ils ne viennent pas et qu'ils disent, bon, vraiment, tout ça c'est des conneries, Monsieur Ouattara, ça ne vaut pas la peine. Mais en réalité, il y allait de son image et de son parcours politique et surtout, et c'est là où je voulais en venir, surtout de ce que ça aurait donné comme reflet par rapport à ce qui est présenté comme une réconciliation. Je m'explique. Si vous êtes dans une famille et vous êtes dans votre bon droit de considérer que un autre membre de la famille est la source de tous les problèmes de la famille. C'est-à-dire que c'est même acté. La famille le sait, c'est ce membre qui est le problème, qui est la source de tous les problèmes de la famille. Et que vous avez toujours été victime de la fourberie de ce membre de la famille. À un moment donné, vous essayez des choses, il vous sac, le membre vous sac, le membre vous crée les pires misères. Et puis au bout d'un certain temps, la maison divisée, la maison en grogne et tout le reste du fait de cette situation familiale délétère. Et à un moment donné, pour des raisons qui sont les siennes, dans son seul intérêt, pour attirer la sympathie donc, du reste des membres de la famille, ce membre de la famille-là, donc, qui tient les rênes de la famille, même par usurpation, à un moment donné, quand il va vous dire au grand jour, pas seulement à la famille, mais aux voisins, vraiment, je voudrais me réconcilier avec Steve, vraiment, vous-même vous voyez. Si vous refusez, ce n'est pas que vous croyez en sa sincérité, ce n'est pas ça. Mais c'est que vous avez derrière vous un peuple qui est sensible même aux apparences, même aux symboles. Donc, M. Gbagbo est un homme intelligent, profondément, et il sait qu'il n'aurait pas pu. Donc, même si on considère que c'est un piège, disons un piège dans le sens de ça ne sert que les intérêts de M. Ouattara, comme j'ai essayé de le dérouler tout à l'heure, qui justement peut estimer qu'il n'a plus rien à craindre et qui peut jouer la carte maintenant du pacificateur et du réconciliateur, il n'aurait pas pu se défiler, M. Gbagbo. Il n'aurait pas pu se défiler. Et donc, il a fait ce qu'il fallait faire. Mais il n'est pas dupe. Ce n'est pas nous qui comprenons ça, qui allons penser que lui ne le comprend pas. Donc, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait faire, ne serait-ce que pour
son image, ne serait-ce que pour le peuple qui n'a pas la même interprétation et la même compréhension de la profondeur politique des enjeux qui s'y présentent. Lui, il a cette compréhension, mais à un moment donné, on se met à la place de la masse, on se met à la place du peuple qui, lui, est sensible au symbole. Et donc, il a voulu préserver cela et ne pas apparaître comme celui qui veut maintenir la Côte d'Ivoire dans les clivages politiques. Qu'est-ce qu'ils ont pu bien se dire le 14 juillet dernier, jour de la fête que vous avez d'ailleurs souligné, parce que je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Et la grande interrogation aujourd'hui pour les Africains, est-ce qu'il n'était pas de bon ton de se demander pardon? De demander pardon également au peuple ivoirien qui a tant souffert. Il y a quand même des familles aujourd'hui qui sont divisées. Certaines personnes sont encore en exil. Beaucoup d'ailleurs ont perdu. Voilà, d'autres sont mortes. Il y a également d'autres qui ont perdu carrément leur maison, leurs biens. Et d'ailleurs, quelque part aujourd'hui, il y a encore d'autres dont les parents sont dans les géoles du côté de la Maca, en Côte d'Ivoire. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas entendu un son de cloche disant « Peuple ivoirien, nous vous demandons pardon ». Alors, c'est très intéressant cette question, je l'aime beaucoup parce que, alors, mais ça rejoint donc ce que moi je me profile concernant cette situation que moi je considérais de mascarade. Bon, et j'ai le droit de me tromper, puisque je pense qu'on ne se refait pas. Je pense qu'on ne se refait pas, on s'adapte à des situations, mais on ne se réinvente pas. On reste qui on est et on canalise en fait ce qu'on est en fonction des enjeux, en fonction des situations. Je pense que c'est ce que M. Ouattara est très bien en train de faire. Alors, effectivement, j'aime beaucoup cette question parce que ça resitue les choses et ça permet bien de comprendre qu'il s'agit uniquement de calcul politique et politicien même. Tout simplement parce que M. Ouattara, donc, qui est au pouvoir, donc c'est lui qui est fort, oui. C'est lui qui a qui a les rênes du pouvoir et qui décide de convoquer un tel, de faire un tel, et puis qui peut aussi mettre en difficulté ceux-là, comme je le disais tout à l'heure, qui peut-être décideraient de ne pas venir, parce que comme il a le pouvoir, il pourrait facilement donc véhiculer l'idée selon laquelle, vous voyez, c'est eux qui ne veulent pas la réconciliation. Moi, je suis un gars humble, je suis super gentil, sympa, j'aime le peuple et je veux qu'on se réconcilie, mais ils ne veulent pas. Donc, ils ont bien fait de venir. Ça, je l'ai déjà dit. Mais le truc, c'est que ce qui se passe, c'est que, et ça, votre question m'intéresse parce que vous vous rendez compte que ça reste un jeu politique, un jeu politicien parce que il fait venir ses anciens prédécesseurs, mais qu'en est-il du peuple ivoirien qui garde les stigmates de la crise post-électorale de 2010? Qu'en est-il des Ivoiriens qui ont perdu leur vie, qui ont été mutilés, qui se sont exilés? J'ai discuté encore avec une Ivoirienne qui est exilée au Canada depuis plus de 10 ans aujourd'hui, du fait justement de la situation ivoirienne et de post-électorale de 2010, et elle n'est pas la seule. Alors, la vraie réconciliation, de la même façon que on a vu la mascarade, le simulacre de réconciliation au Burkina Faso, c'est quasiment le même scénario. La vraie réconciliation, ce n'est pas entre vous, hommes politiques, là-haut. On peut considérer que c'est une étape, mais on attend donc impatiemment que le pardon tant attendu soit demandé au peuple et que des dispositions précises soient prises. Ce n'est pas seulement le pardon. Ça veut dire appeler tous les Ivoiriens qui se sont exilés à revenir, à créer les conditions de leur retour. Par exemple, je discutais avec cette dame ivoirienne il y a 2 ou 3 jours et qui me disait qu'elle, elle envisage de rentrer. Donc vous avez qui souhaiterait, quel être humain raisonnablement constitué souhaiterait indéfiniment être hors de ces terres? Surtout quand il est parti de force, manu militaire, part dans la peur, dans la panique et tout ça pour sauver sa vie. Donc, qu'il demande pardon au peuple, ça c'est une chose, ce n'est pas fait, parce que c'est la cible de cette réconciliation-là. Ça devrait être la cible. Et deuxièmement, que des actes forts soient pris pour montrer au peuple que vraiment là, on est en train de passer à autre chose. Mais troisièmement, et ça je n'attends rien de M. Ouattara concernant ce troisièmement, c'est que M. Ouattara fasse toute la lumière sur les exactions que lui et son camp ont commises sur les Ivoiriens. C'est des centaines, voire des milliers de morts, de mutilés, d'exilés. Et qu'ils disent clairement le rôle trouble de la France
avec laquelle il a organisé tout ce désordre. Je poserai justement la question, peut-il le faire? Je redis encore, je n'y crois pas une seule seconde, mais parfois, on se plaît à être dans un imaginaire impossible. Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que ce que Alassane Dramane Ouattara a fait le 14 juillet dernier, c'est justement pour se protéger, on va le dire comme ça, de la Cour pénale internationale, et pour ne pas être inquiété, il commence déjà par se faire un petit matelas. Très, très pertinent, moi je partage cet avis. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un homme politique. C'est évidemment qui fait des calculs politiques, mais surtout on peut être un homme politique, mais sans nécessairement, parce que ça c'est, certaines personnes désabusées par la politique ont cette lecture et cette peinture des hommes politiques et des femmes politiques, c'est-à-dire que la politique rime nécessairement avec fourberie, avec malhonnêteté intellectuelle et avec démagogie. On peut faire la politique sans nécessairement faire feu de tout bois. Or, M. Ouattara, et ce n'est pas faire une injure à sa personne, parce que pour certains, c'est même un mérite, certains ont considéré que Guillaume Soro était un héros. C'est-à-dire que le fait justement de faire feu de tout bois et d'accepter la compromission, quoi qu'il en coûte. Bon, on voit ce que ça a donné aujourd'hui. Donc, M. Ouattara, qui justement a fait subir à ses anciens petits copains ce que lui ne voudrait pas subir, effectivement, évidemment, il essaye de se préparer. Mais jusqu'où ça va marcher? Parce que vous savez très bien quel grief porte un certain nombre de personnes autour de lui qu'il a sacrifié dans tous les sens du terme pour justement arriver où il est. Il a dû sacrifier des bons nombres, une foultitude de personnes, de politiques, de populations. Il a dû sacrifier dans tous les sens du terme qu'on peut imaginer pour arriver là. Bon, quand vous avez ce parcours-là et que vous vous rendez compte que au bout d'un certain temps, quand vous avez encore un minimum de conscience active, vous vous rendez compte que, bon, parce qu'à 80 ans, on a quand même encore tout, on considère qu'on a encore tout son bon sens et qu'il nous reste quand même un chouïa de bonne conscience qui justement nous pousse à dire, au fait, rendu à ce stade, j'ai eu, considérons ça comme ça, j'ai eu tout ce que je voulais. J'ai pu arriver à mes fins par tous les moyens que j'ai pu utiliser, même les plus illicites, même les plus dramatiques, même les plus inacceptables. Bon, j'y suis. Et maintenant, vous vous rappelez quand même qu'avec l'histoire du Mali, où on retrouve 49 soi-disant soldats, mais qui en réalité sont des étudiants, des maçons et tout ça là, qui de façon manifeste, tel que le communiqué malien l'a dit, des autorités maliennes, de façon manifeste, il ne faut pas être sorti de 10 écoles de Polytechnique pour le comprendre. C'est juste le bon sens. Avaient d'autres ambitions que les prétendues rotations de sécurisation du Mali. C'est évident. Et donc, quand vous voyez ça, et que vous vous rendez compte que la Côte d'Ivoire a pondu une réponse vraiment laconique, qui manquait totalement de style et qui ressortait juste deux choses. En filigrane, c'était vous mentez, c'est-à-dire que non, ce sont des gens très bien, ils sont magnifiques, ils sont super, c'est pour votre bien. Et de deux, c'était une injonction à les libérer. Même les fondamentaux de la diplomatie demandent quand même. Or, quand vous regardez la correspondance malienne, il y a des chiffres, il y a des dates, il y a des références, ils expliquent leur démarche, ainsi de suite. Mais là où je vais en venir, c'est que il y a des signaux que M. Ouattara sent en réalité que sa sérénité va être mise à mal et de plus en plus. C'est que dans ce communiqué de la Côte d'Ivoire, qui n'avait pas d'emblème de la Côte d'Ivoire, n'avait pas d'emblème, mais j'ai eu la conviction, j'ai été rassuré que ça venait du gouvernement ivoirien quand j'ai vu ça sur le site officiel de la présidence de la République. Mais il n'y avait pas d'emblème, ce n'était pas signé, c'était pas... Bon, mais quand même quand un gouvernement fait un communiqué, le bon sens diplomatique veut quand même que ce soit un autre gouvernement qui réponde, mais avec un minimum aussi dans le même style et dans la même profondeur. Mais non seulement il n'y avait pas d'emblème, ce n'était pas signé, mais c'est le Conseil de sécurité de je ne sais pas quoi. Bref, toujours est-il que si vous avez suivi RFI, enfin l'extrait de RFI qui justement relatait cette situation, et je précise bien RFI, oui, qui ne prend pas fait et cause au hasard ou qui ne dément pas des choses, qui ne prend pas des positions au hasard. Elles sont toujours orientées et elles sont toujours
explicite en termes d'analyse. RFI dit, après nos enquêtes, il ne s'agissait, l'ONU n'était pas au courant, les forces onusiennes n'étaient pas au courant justement, ne sont pas au courant justement de ces gens, alors que le communiqué ivoirien le disait que les forces onusiennes étaient parfaitement au courant. Est-ce que vous savez, c'est des indices très forts. La France est en train de le lâcher. Mais RFI, c'est quoi? C'est l'instrument privilégié de la communication propagandiste française. Et RFI ne fait que le relais et l'apologie de la France-Afrique. Et quand RFI vous dément comme ça en Mondovision, sachez qu'il y a des choses qui se passent. Et ce qui se passe là, avec la crise ukrainienne, avec la réorganisation, le rebattage des cartes, beaucoup de choses sont en train de se réorganiser. Pour terminer rapidement en 1 minute, il faut quand même dire qu'ils sont nombreux qui ont réagi sur la toile au cours justement de cette entrevue et nous disent que Alassane Dramane Ouattara n'a jamais voulu une réconciliation nationale entre les Ivoiriens, puisqu'il y a un ministre de la réconciliation nationale en la personne de Kouadio Konan Bertin, mais on n'a jamais entendu parler de réconciliation et lui-même n'en parle même pas, lui étant ministre justement de la réconciliation nationale. Alors, en 1 minute, ça veut tout dire. On l'a dit, je pense, à suffisance sur ce plateau, c'est-à-dire que c'est un jeu politicien, c'est juste les intérêts de M. Ouattara qu'il essaie de préserver. Le peuple, bon, on verra ça plus tard, mais pour l'instant, il faut préserver les dernières années de Ouattara au pouvoir, il faut préserver son après-pouvoir, il faut tout organiser pour que juste après lui, il ne subisse pas ce que lui, il a fait subir à ses prédécesseurs. Donc en réalité, c'est juste ça. Mais il y a aussi, très important, qu'il est plus que jamais tenu par les puissances occidentales, donc ses mandants, ses mentors, qui, justement, comme on le sait, savent jeter en pâture leurs anciens acolytes qui naïvement les ont considérés comme des amis et pour faire chanter justement de la pire des manières leurs pions. Et aujourd'hui, réconciliation aux ordres, oui, parce qu'en réalité, je ne pense pas que M. Ouattara ait atteint un niveau de conscience personnelle qui fasse qu'il comprenne qu'il peut se défaire de la France pour l'intérêt de son peuple. Non, c'est trop lui demander. Merci à vous, Paul Hélène, d'avoir été des nôtres. Merci, c'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste sur votre chaîne de télévision Panafricaniste TV. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Bonne journée à toutes et à tous.